Et pour être tout à fait complet en ce qui concerne bien sûr les informations concernant le basketball gabonais, ce communiqué qui émane de la Fédération gabonaise de basketball qui dit, je cite, suite au partenariat signé entre la Fédération gabonaise de basketball et la Fédération française de basketball, l'organe fêtier de la balle orange au Gabon organise une formation de 3x3 qui sera donc initié à l'endroit des entraîneurs et des arbitres gabonais. Tenu informé depuis le vendredi 17 février 2023, chaque ligue provinciale et chaque association à caractère national, entre parenthèses à jour des cotisations, devra donc transmettre une liste de un entraîneur et un arbitre pour prendre part à cette formation qui se tiendra du 1er au 2 mars 2023 du côté d'Akanda au nord de Libreville. Au plus tard le mercredi 22 février 2023 à 12 heures très précise. C'était donc là le communiqué in extenso de la Fédération gabonaise de basketball. Sans transition, on parle maintenant football. Le football, bien sûr, est marqué par les préparatifs du tournoi de Montaigu. Nous a rejoint sur ce plateau Herman Malaga de notre rédaction. Herman, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez aux côtés donc des Panthères U16, il faut dire que là-bas, on présélectionne aussi, comme on l'a vu au basket, on présélectionne pour avoir un groupe qui sera bien étoffé et qui pourra représenter valablement le Gabon au tournoi donc de Montaigu. Avant de vous retrouver ainsi que Jeremy Ngoma, je vous propose de suivre ce reportage réalisé, concocté par Herman Malaga. La redynamisation du basketball gabonais par la mise en place des équipes nationales masculines et féminines, défi majeur de la Fédération gabonaise de basketball. Volonté clairement exprimée par cette deuxième journée de présélection des joueurs devant constituer ses effectifs du côté du parquet du lycée national Léomba. Le directeur technique décline les objectifs fixés. Bien, la présélection des équipes nationales, c'est pour préparer les deux compétitions de Yaoundé, l'afro-basket au niveau féminin et l'afro-can au niveau masculin. Le coach de l'équipe nationale des Panthères du Gabon basketball version masculine revient sur l'essentiel des critères de sélection. Les critères, c'est qu'il faut d'abord avoir fait une bonne saison l'année passée pour être présélectionné et ensuite avoir des bonnes stats. C'est-à-dire les points, les rebonds, tout ce qu'on veut, comme vous connaissez le basket. Et après, le reste, c'est la direction technique qui décide. Le coach de l'équipe féminine, quant à lui, apprécie la qualité de son groupe, ainsi que son état d'esprit. Un sentiment de satisfaction. J'ai un jeune groupe, donc c'est un groupe qu'il faut garder. Il faut continuer à travailler avec ce groupe. Espérer dans 2-3 ans, voire 4 ans, avoir un groupe assez compétitif au niveau de la sous-région. Sinon, c'est très plaisant de travailler avec ce groupe. Au-delà des basketteurs de l'estuaire, ceux de l'intérieur du pays sont également concernés par ces présélections, ainsi que ceux évoluant à l'extérieur du Gabon. Un processus qui semble bien huilé pour à terme arriver à mettre en place des équipes nationales compétitives, capables de représenter valablement le Gabon au Cameroun du 19 au 25 mars prochain lors des compétitions afro-basket au niveau féminin et afro-can au niveau masculin. Voilà donc, on aurait bien sûr souhaité avoir sur ce plateau soit le directeur technique national. Nous allons tout faire, même par appel vidéo WhatsApp, s'il pourra réagir dans cette émission, ou bien le coach national qui est en charge donc des U16. Comme ils ne sont pas là, nous sommes là. Herman, vous suivez de très près ces présélections. Est-ce que aujourd'hui, on peut avoir un peu de fierté pour ceux qui sont déjà retenus? Oui, c'est un travail assez sérieux qui est abattu par le coach Gamamba et tout son staff. Au départ, dans le reportage, on le dit, il y avait quand même 500 jeunes. C'est un travail de fourmi qui a été abattu. Aujourd'hui, ces jeunes sont au niveau autour de 40 jeunes et la présélection va continuer parce qu'il va en falloir retenir 23
23 qui seront du voyage pour le tournoi de Montaigu. Donc c'est un travail sérieux qui est abattu par cette équipe autour de ces garçons et nous croyons que nous avons constaté que les critères de présélection sont effectivement faits sur la base de tout ce qui est autour de la qualité d'un footballeur. Et, ils ont mis en place beaucoup d'éléments sur le plan technique qui leur a permis d'apprécier la qualité de ces garçons. Et donc c'est un travail assez sérieux, assez bien fait, qui s'organise pour que le Gabon ait une équipe compétitive pour le tournoi de Montaigu. Jeremy, quand vous regardez ces images, ces enfants, est-ce que vous pensez qu'ils pourront véritablement créer, pourquoi pas, une surprise lors de ce tournoi? Le plus important, il faut dire que c'est d'abord que ces jeunes puissent justement se montrer davantage, parce que quand on parle du tournoi de Montaigu, c'est plus un tremplin pour ces jeunes-là de pouvoir être vus par les différents agents qui seront sur place pour pouvoir les coopter. Et donc, c'est une très bonne chose pour ces jeunes-là. Mais quand on regarde un peu l'ossature des jeunes qui ont été retenus pour cette présélection, on peut déjà entrevoir d'avoir une équipe peut-être capable de pouvoir rivaliser d'autres nations, parce que ils sont dans un groupe quand même assez fourni, il faut le dire. Et c'est comme ça une équipe de jeunes, donc 40, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Ces 40 joueurs vont encore procéder à une sorte de sélection maintenant finale qui va permettre au coach Gamamba de pouvoir avoir son équipe type, donc 23 joueurs. Sur les 40, on va enlever 17 jeunes encore. Pour le moment, ils sont chez eux. Pour le moment, les 40 peuvent être contents, mais ils doivent se mettre en tête qu'ils doivent continuer à travailler dur, à cravacher, parce que donc la sélection des 23 qui vont procéder à cette compétition-là, il faudra dire qu'ils devront être prêts finalement pour pouvoir aborder cette compétition qui se déroulera en avril. Mais toujours est-il que pour le moment, on est là, on continue à rester positif et attendre ce qui va se faire. Et attendre ce qui va se faire, effectivement, aujourd'hui, sur vous qui avez rencontré succinctement les différents techniciens, ils travaillent sur quoi avec ces enfants, avec ces jeunes? Il faut dire qu'il y a des ateliers. Ils ont commencé par détecter par rapport aux différents postes. C'est-à-dire que les garçons arrivent, ils se prononcent, mais les techniciens regardent. Donc, ils sont en train de finaliser au niveau des différents postes sur le terrain. Et après, on travaille au niveau de la vitesse, on travaille au niveau physique également, parce qu'on a fait rentrer ces garçons dans vous savez que le délai est assez court, dans un micro-cycle assez serré, leur donner, et on a créé les conditions professionnelles propices pour pouvoir avoir des athlètes prêts pour la compétition. Donc les différents ateliers sont faits, on a les gardiens de but qui travaillent, on a les défenseurs, les milieux, etc. Donc c'est des schémas qui sont essayés comme ça dans ce micro-cycle afin de pouvoir avoir déjà le 11 type après la sélection des 23, les 11 sur lesquels le coach pourra s'appuyer et après voir comment au fur et à mesure faire rentrer les garçons. Voilà donc, il faut dire que le coach ne sera donc pas ici avec nous, mais il a tenu à répondre à des questions via notre WhatsApp. On va donc vous permettre de suivre cette réaction du directeur technique national Raphaël Nicodème Nzamba, qui répond aussi à nos préoccupations. Bonsoir coach, peut-être nous donner également votre point de vue sur ce qui se fait concrètement pour ces enfants en ce moment. Bonjour Monsieur Nkoulou, je viens réagir aux questions que vous avez posées, qui somme toute sont fondamentales. Oui, en effet, nous avons été faire de la détection sur le Grand Libreville, à savoir Ovendo au départ, à Kanda et ensuite Libreville, où nous avons regroupé pratiquement, où nous avons fait la sélection de 40 jeunes. Il faut dire que ce sont des jeunes qui nous sont arrivés des structures organisées de la place, accompagnés par leurs encadreurs pour la majorité. Et nous aurions souhaité, n'est-ce pas, avoir
les enfants des provinces, parce que nous avons demandé aux ligues, par le biais des DTP, de pouvoir faire des sélections de 4 gars, 4 joueurs, je veux dire, un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur et voir un gardien de but. Ils sont parvenus à faire ce travail qu'ils nous ont même envoyé, mais seulement nous n'avons pas eu le temps matériel de pouvoir les faire acheminer sur Libreville parce que simplement l'organisateur de la compétition ne nous a pas laissé le temps de le faire. Ils ont demandé le plus tôt possible qu'on leur envoie la liste des 23. Ce que nous avons fait. Et puis donc ce qui est certain, c'est que nous les avons mis sur le terrain, ces jeunes, sur le terrain. Messieurs, vous venez donc de suivre la réaction du directeur technique national du travail qui a été fait. Une réaction par rapport à cette réaction du directeur technique national, Jeremy? Oui, moi ce que j'aimerais dire par contre, c'est que lorsqu'on parle d'une détection des jeunes qui vont représenter valablement le Gabon, il faut qu'on sélectionne tous les joueurs qui évoluent sur le plan national. Mais alors, je pense que le DTN, le directeur technique national, c'est plus appesanti sur le Grand Libreville, mais le Gabon ne se focalise pas seulement sur le Grand Libreville. C'est vrai, après il se rattrape en disant que les coachs des différentes ligues qui sont dans les autres provinces ont pu envoyer certains noms et tout ça, mais en retard parce que le temps ne leur appartenait pas. Mais il faut dire que c'est quand même un couac, c'est un couac qu'il faut relever, qu'il faut souligner, parce que si on doit faire une sélection, la sélection ne doit pas être constituée uniquement que des joueurs évoluant sur le Grand Libreville. Ça doit être une sélection nationale. Je vous assure que en province, on a des talents, des grands talents. Rassurez-vous. Oui, effectivement, c'est un facteur, moi je dirais limitant aujourd'hui. On fait malheureusement le constat que, en ce qui concerne le sport en général au Gabon, on pense que tout se passe au niveau de l'estuaire. L'estuaire, je suis même gentil de le dire, au niveau de Libreville. Parce que lorsque vous observez même l'équipe nationale du Gabon, celle qui a un peu fait rêver tout le monde en 2012, vous allez regarder du côté de Port-Gentil, il y a quand même beaucoup de garçons qui ont démarré là-bas. Quand vous remontez même l'histoire de la sélection un peu plus tard, vous avez Germain Mendom, François Mégas. On sait que l'intérieur du pays a souvent des talents parfois qu'on ne retrouve pas au niveau de l'estuaire. Donc il serait important quand même que les responsables du sport au Gabon et du football mettent un accent particulier pour donner la possibilité à ces garçons qui sont souvent des talents purs à l'intérieur du pays. Vous voyez, ceux qui ont été détectés viennent des centres de formation, etc. Ils ont des personnes qui leur expliquent c'est quoi le football, comment on touche au ballon. Mais lorsque vous allez à l'intérieur du pays, vous avez des garçons qui regardent l'écran, les matchs à la télévision, et sur le terrain, les terrains qui arrivent à vous faire des choses formidables. Donc il est important quand même que les responsables au niveau du sport au Gabon essayent de véritablement mettre en place les stratégies, les mécanismes pour permettre aux garçons qui sont à l'intérieur du pays, à ces talents purs, de pouvoir avoir également leur chance d'intégrer les sélections nationales. Parce que je crois que nous allons partir avec 23 joueurs, mais on aurait pu avoir à l'intérieur du pays peut-être 4 ou 5 qui auraient pu faire partie de cet effectif et qui auraient pu vendre encore le Gabon au-delà des frontières nationales. Si je comprends bien, c'est une sonnette d'alarme. C'est une interpellation vers la direction technique nationale. C'est une équipe nationale. Pas seulement de la Fédération gabonaise de football, de toutes les fédérations sportives. Même au niveau du basket. Vous l'avez dit, Joël, au niveau du basket, nous avons assisté à ces journées de présélection pour ces équipes qui iront au Cameroun, notamment pour l'Afro-Basket et l'Afro-Can. Mais là également, vous avez toujours les mêmes problèmes qui reviennent. On se limite aux garçons qui sont à Libreville, après on essaie de regarder hors de nos frontières ceux qui essayent quand même de jouer, mais à l'intérieur du pays, il y a des joueurs capables, des talents purs, capables également d'intégrer ces sélections et de pouvoir faire les beaux jours du sport gabonais, que ce soit dans le basket, le football, etc. Le Gabon, c'est pas Libreville. La sélection nationale ne peut pas se limiter à avoir toujours des garçons qui sont seulement au niveau de l'estuaire. C'est pas possible.
Voilà, donc j'espère que les différents décideurs ont reçu le message de Jeremy Ngoma et de Herman Malaga de notre rédaction sportive. Merci quand même d'avoir interpellé ces responsables à aller le plus loin possible chercher la perle rare, puisqu'elle existe quelque part. Il faut bien que le sport vive. Il faut que le sport dans notre pays vive. Voilà, on va donc souhaiter bonne chance au directeur technique national et au coach des U16 pour une bonne préparation, et d'ici on viendra, pourquoi pas, on ira leur rendre une petite visite du côté du centre de perfectionnement de Bikele. On espère qu'on pourra dans les tout prochains jours remplir toute la paperasse pour que cela soit une réalité. On a joué également le week-end au compte du championnat national de football, championnat national de football 2. C'était la 4e journée. Les résultats, c'est bien sûr avec vous, Jeremy Ngoma, Herman Malaga. Alors, nous avons ici les résultats de la 9e journée du National Foot. Donc, CF Mounana qui s'est imposé 1-0 face à cette équipe de Port-Gentil, BNG. Lambaréné FC qui s'est séparé sur le score de parité, 1 but partout face à Mangasport. L'US Bitam qui l'a emporté 3-2 contre le Zosport, un résultat qui doit faire plaisir à monsieur Joël Francoulou. ASD Kaki qui s'est séparé sur la marque d'un but partout, qui était opposé à Bouenguidi Sport. Nous avons également le Stade Mandji qui s'est incliné 1-2 face au centre Mbéry Sportif. Vautour FC qui s'est imposé sur le score de 3-1 face au Football Canon 105. Et Missil FC qui a pris le dessus sur cette équipe de l'Union Sportive d'Oyenne, 4-1. Voilà, donc en ce qui concerne le National Foot 2, l'on a joué au compte de la 4e journée. Voici les résultats enregistrés. US Akanda se fait battre dans ses propres installations par la formation de Panthère Chris Roy d'Oyem sur le score de 3-0. 3 buts également étaient inscrits par Ombilandiami face à Oyem AC qui n'a pu inscrire qu'un seul, donc 3 pour Ombilandiami, 1 pour Oyem AC. Stade Migovéen a été battu dans ses propres installations sur un score étriqué d'1-0 par Adouma FC. 2 matchs ont donc été reportés. Le match Akanda FC contre Ogwe FC, Ngenasuku contre Mwanda FC. Ces 2 matchs ont donc été reportés pour une date ultérieure. Avec vous toujours en National Foot 1, on a eu les résultats, peut-être le classement. Le classement, non, on va d'abord annoncer peut-être la 10e journée. La 10e journée, mais au niveau du classement, c'est l'équipe de BNG qui est toujours en tête. Il faut aussi le rappeler que l'USB monte au podium à la 3e place. Il faut le préciser. Pas prise, hein. On a besoin de le savoir. Ce sont des informations importantes pour nos téléspectateurs. Effectivement. D'accord. On va aller cette fois pour... Jeremy, tu es d'accord avec Joël? Il faut le dire, D'accord. Pour le compte de la 10e journée, samedi 25 février 2023, nous aurons au stade Monédan de Siba 15h30, Manga Sport qui sera opposé au CF Monana. Au niveau du stade d'Aquacam 15h30, nous aurons le derby USO USB, donc Union Sportive d'Oyem qui sera opposé à l'Union Sportive de Bitam. Au stade Pierre Claver d'Ivungi, 15h30, nous aurons CS Benje qui sera opposé au stade Mandji. Au stade Idriss Ngari, nous aurons Bouenguidi Sport, 15h30 également, qui sera opposé au club de Vautour FC. Dimanche 26 février 2023, nous aurons au stade Monédan de Siban, 15h30, le Centre Berry Sportif qui sera opposé à l'ASD Kaki. Au stade de l'INGS, 15h30, le Zosport qui sera opposé à Lambaréné FC. Et au stade Idriss Ngari, 15h30, le football Canon 105 qui devra quand même se relancer, qui sera opposé au club de Missil FC. Voilà, donc c'était là le programme, mais on n'oublie pas de rappeler que demain il y aura foot et après-demain dans le cadre donc de la 5e journée en retard au stade Mbombe. AS Dikaki recevra AS Manga Sport, c'est donc mardi 21 février 2023, mercredi 22 février
au stade Pierre-Claver d'Ivungi. Association Stade Omnisport Mandji sera aux prises au Football Club Canon 105, au stade Augustin Monédan de Siban. Association Omnisport Centre Mbéry Sportif sera opposée à Luso Sport. Au stade de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports INJS, Bouengidi Sport en découdra avec Uzo. C'était donc là, très rapidement, les matchs comptant pour la 5e journée en retard qui vont se jouer le mardi et le mercredi. Il faut dire que ce sont des matchs à l'issue de ces rencontres. Les résultats pourront effectivement, en milieu de semaine déjà, bouleverser considérablement ce classement de National Foot 1. Germain Goma. Mais ce qu'il faut dire, c'est que voilà, il y a des équipes qui continuent à monter en puissance, à l'image de l'Union sportive de Bitam, votre club phare, votre club préféré. Donc voilà, ils ont commencé le championnat timidement, mais ils sont en train de revenir progressivement. C'est des choses comme ça à encourager. C'est des équipes, on va dire, phares de notre championnat national, qui commencent à sortir de l'eau et à imposer leur suprématie. On a aussi d'autres équipes comme Mounana qui sont en train de monter crescendo comme ça pour pouvoir justement grappiller un nombre de points et atteindre les premières places. Voilà donc encore une autre information concernant le national. Juste dire que le meilleur buteur reste notre ami Van Mebale avec 5 buts, mais en ce moment ils sont 4 avec à avoir 5 buts, donc au niveau également des buteurs, ça se bouge beaucoup au niveau du national. Van Bekale. Merci. Ok, donc le national foot, on va parler cette fois-ci, on va sur le continent africain. Hier, pour ceux qui suivent l'actualité sportive, particulièrement footballistique, ils savent que hier, il y a eu donc le début de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Malheureusement, le Gabon n'est pas qualifié. 2 matchs se sont donc joués hier dans le groupe A. Je vais d'abord donner les différents groupes puisque nous avons 3 groupes composés de 4 équipes. Dans le groupe A, nous avons l'Égypte, la Mozambique, le Nigeria et le Sénégal. Dans le groupe B, la République centrafricaine, le Congo, Soudan du Sud, Ouganda. Groupe C, Bénin, Gambie, Tunisie, Zambie. 2 matchs se sont donc joués hier. Première rencontre, c'était à 18h. Égypte, Mozambique, 0 but partout, au terme, bien sûr, des 90 minutes. En deuxièmement, il faut dire que les Sénégalais ont le vent en poupe. La formation sénégalaise des U20 a réussi à battre le Nigeria, les Flying Eagles, sur le score étriqué d'1-0. Le football sénégalais a véritablement du vent en poupe. Cela confirme ce que nous disons depuis plusieurs semaines sur ce plateau. Il n'y a pas de hasard. Cela confirme simplement ce travail qui est abattu par la Fédération sénégalaise de football. Cette sélection qui est en train de véritablement prendre le dessus sur l'Afrique au niveau du continent. Ils ont fait le doublé Coupe d'Afrique des Nations et maintenant là le CHAN. Vous voyez au niveau des U20 également, il y a un travail sérieux qui se fait. Ils ont pris le dessus sur cette équipe également des Black Stars. Cette équipe des Super Eagles du Nigeria. Donc c'est un travail sérieux qui est abattu. C'est simplement dire que ces garçons-là que vous retrouvez au niveau des U20, certainement en sélection A, vous allez presque retrouver l'ensemble de cet effectif parce qu'il y a un travail de suivi derrière qui est véritablement fait et c'est ce qui manque à plusieurs nations africaines aujourd'hui et notamment le Gabon. Jeremy? Je vais revenir sur la même expression que j'utilise tout le temps. Il s'agit de la formation. Vous voyez que quand vous avez une bonne formation, de bonnes bases, ça arrive à ce qui se passe au Sénégal actuellement. Le Sénégal a des centres de formation de qualité qui permettent aux joueurs de pouvoir progresser normalement. On n'est pas surpris de voir aujourd'hui ce qui se fait là. On n'est pas surpris de voir des Sadio Mané qui sont passés par des grands centres de formation du Sénégal. On n'est pas surpris de voir des Sénégalais qui, au sorti de leur formation, s'expatrient en Europe, qui ont des partenariats avec des clubs européens. Donc, si nous, on peut également emboîter le pas, ce serait bien pour notre nation. Mais pourquoi? Il faut d'abord qu'on essaie de penser
à former nos jeunes. On va participer au tournoi de Montaigu, permettez-moi de revenir dessus, mais est-ce qu'on a des bases solides? On va participer à d'autres compétitions, on va jouer le Cameroun en U23, est-ce qu'on a des joueurs capables de pouvoir rivaliser le Cameroun qui a de grands centres de formation également? Donc, s'il faut parler de cette situation-là, moi, je ne peux que féliciter le Sénégal. Lors des compétitions des U20, il y a le jeune Victor Osimhen qui joue actuellement du côté du Napoli, en Italie, qui est meilleur buteur du championnat italien. Mais il sort justement de ces compétitions-là. Il sort de cette formation-là. Il s'est révélé lors de ces tournois de U20. On n'est pas surpris aujourd'hui de voir ce joueur actuellement meilleur buteur du championnat italien. Donc la base, c'est la formation. Quand on aura pensé à former les jeunes véritablement, on ne sera pas surpris d'avoir des résultats positifs. Voilà donc en ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se joue en Égypte. On rappelle tout simplement en ce qui concerne le programme des rencontres. Ouganda va donc défier la République centrafricaine. Le Soudan du Sud sera opposé au Congo-Brazzaville. Demain, on aura donc Gambie, Tunisie à 15h, à 18h, Benin, Zambie. Le mercredi, on aura Mozambique, Sénégal à 15h, Nigeria, Égypte. Voilà donc en ce qui concerne la première partie du programme. On vous donnera les informations en tout cas au jour le jour. Vous n'oubliez pas de voir les différentes adresses de Fan Zone où vous pouvez bien sûr retrouver vos émissions et d'autres rubriques qui sont animées bien sûr par Djermin Ngoma et Herman Malaga. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette CAN consacrée donc au U20. On en reparlera au cours de nos prochaines éditions. On parlait ici du Bénin, une actualité qui nous vient du Bénin. Savez-vous que aujourd'hui l'équipe nationale du Bénin ne s'appelle plus les Écureuils? Herman? Ah, ça. La note est sortie. Ouais. Désormais, il faudra les appeler guépards. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que les fauves, on le vend en poupe avec les lions du Cameroun, les lions du Sénégal, les lions de l'Atlas du Maroc. Donc, les panthères du Gabon, même si nous, ça remonte déjà, c'est en 2000. C'est en 2000 que la transition est partie d'Azingo pour les panthères. Aujourd'hui, il ne faut plus appeler les écureuils du Bénin. Ce sont les guépards du Bénin, même si ça fait polémique aujourd'hui au Bénin, parce que pour eux, les écureuils ne jouent pas au foot. Ça me fait rigoler parce que cela remonte peut-être à 5 ans ou 6 ans. Je discutais avec un frère béninois justement qui disait mais c'est pas possible. On ne peut rien remporter avec une équipe dont le surnom est les écureuils. Qu'est-ce que cet animal peut faire? Vous voyez donc. Et puis tout de suite, je me dis, c'est sûr qu'au niveau de la fédération, en citation, dit, les amis, à un moment donné, sont sérieux. Nous avons les lions de l'Atlas, les lions de la Teranga, les panthères, les léopards, les éléphants de Côte d'Ivoire. Les lions de la Teranga, à un moment donné, il faut peut-être laisser les écureuils. Il faut retrouver les fauves. Il faut retrouver les fauves parce que ce sont des compétitions qui se jouent entre fauves. Donc, au moins un guépard, on sait qu'également, il est très féroce. Il peut lutter quand même avec un lion. Il peut lutter avec... Non, mais bon, on espère qu'au-delà du fait de changer les noms, parce que... Est-ce qu'il suffit seulement de changer un nom pour que l'équipe change? Pour que les résultats changent. C'est là où j'allais en venir. Est-ce que l'écureuil peut chasser? L'écureuil ne peut pas chasser, c'est vrai. Ça fait du bien d'avoir changé le nom de leur sélection nationale qui a eu des très bons joueurs par le passé, il faut le dire. Voilà. Mais est-ce que ce changement de nom va leur permettre justement de pouvoir gagner en maturité, gagner en confiance et pouvoir se qualifier à nouveau dans des compétitions continentales, notamment la Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas la Coupe du Monde, mais le fait d'avoir changé de nom ne garantit pas forcément des qualifications, ne garantit pas forcément des résultats positifs. On a vu que ils sont passés, ils quittent des écureuils
au Guépard. C'est un bon considéré. On espère que le nom va galvaniser les joueurs sur le terrain. Je suis pas trop fan de ça en tout cas. De mon avis, de mon point de vue, je suis pas trop fan. On a l'impression que il y a au moins une volonté impulsée derrière de vouloir changer la donne au niveau de la sélection, changer les choses. C'est vrai que changer de nom au niveau de la sélection ne garantit pas de meilleurs résultats, mais on a quand même l'impression que derrière, il y a une réflexion déjà qui est menée, il y a un désir de vouloir redonner du tonus, redonner de la force, donner un souffle nouveau à cette sélection pour que le Bénin recommence à être cette sélection quand même qui a fait douter de grandes équipes, qui a souvent joué. Est-ce que ça va faire naître des Sessegnon? Voilà, qui a souvent fait jouer Steve Mounier, voilà. Donc, on espère véritablement que les guépards auront le vent. Que les écureuils sont enterrés. Les écureuils sont enterrés. Et que les guépards... Bienvenue donc aux guépards. Et les panthères vous attendent. Et on verra ce duel de fauves. Et les lions, les éléphants sont là. Pour vous recevoir, ceci va nous amener cette fois-ci à parler d'un Black Star, malheureusement, qui nous a quittés tragiquement. C'était au cours du tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Il s'agit donc de l'international ghanéen Christian Atsu qui est parti malheureusement sans dire au revoir. C'est une nouvelle triste. Une fois de plus, le monde du football et du sport en général perd là un de ses héros. Parce que Christian Atsu était un joueur talentueux. On se souvient encore de cette Coupe d'Afrique des Nations de 2015 où il a été le meilleur joueur, je crois, de la compétition, où il a inscrit le meilleur but de la compétition. Il avait un merveilleux pied gauche. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste aujourd'hui. Vous voyez que le sport a ceci de particulier, le football. Le monde entier aujourd'hui s'incline devant la mémoire d'un footballeur. C'est dire combien de fois ce qui se fait sur le terrain peut traverser les frontières, affecter. On se sent affecté de là où nous sommes et de constater que ce garçon est parti tragiquement. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. On ne choisit pas comment on vit au monde. On ne choisit pas comment on peut partir. C'est vraiment triste parce que je crois qu'avant sa disparition, c'est lui qui donne la victoire à son club au niveau du championnat de Turquie. Il laisse une femme et des enfants. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous saluons la mémoire de ce héros. Un héros ne meurt jamais. Christian Atsu va rester dans les annales du football africain, mais également au-delà des frontières africaines, parce qu'il a joué notamment en Première Ligue. Il a joué également du côté de la Turquie et il a joué du côté du Portugal. En tout cas, il faut le dire, la dépouille a été transférée dans la foulée du côté du Ghana, à Accra. Il faut dire que le peuple, les autorités compétentes lui ont réservé un accueil digne d'un Black Star qui a combattu, qui a tout donné sur ce maillot. On ne peut que souhaiter nos condoléances à toute la famille sportive africaine, à toute la famille sportive ghanéenne. Et on ne peut souhaiter qu'un bon voyage, puisqu'il nous précède et nous, on est juste derrière lui. Et ça, c'est triste, mais bon, il faut accepter la réalité de Djermi Ngoma. Effectivement, c'est une tristesse. C'est une tristesse. C'est un joueur que j'affectionnais énormément pour sa qualité avec son pied gauche, sa patte gauche, comme on a coutume de le dire dans le jargon footballistique. C'est un joueur qui est passé par de grands clubs, Newcastle, Chelsea, qui a fait les beaux jours avec la sélection nationale du Ghana. Voilà, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà, c'est la nature qui l'a voulu. Il était dans son immeuble comme ça. Et si vous voyez les images qui ont été envoyées sur les réseaux sociaux, c'est des images vraiment atroces. C'est assez compliqué, mais il faut dire que on ne peut rien souhaiter à cet immense joueur qu'il a été, si ce n'est lui souhaiter qu'il repose en paix désormais. Et je salue également les autorités ghanéennes qui ont justement bien accueilli cet immense joueur qu'il a été
Christian Atsu. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Enfin, c'est un peu regrettable parce que c'est une situation qui a touché beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de morts et il a été parmi. On ne va pas s'en priver de parler de ça. C'est vrai, c'est une situation individuelle parce que ça reste un footballeur. Il y a eu d'autres footballeurs qui y sont également passés par ce tremblement de terre-là. Mais toujours est-il qu'on ne peut que lui souhaiter un bon voyage dans l'au-delà. Occasion pour nous aussi de saluer la première ligue anglaise qui lui a rendu un vibrant hommage tout au long du week-end qui s'achève. Il faut tout simplement saluer l'homme, le grand footballeur qu'il était. Oui, c'est tout à fait normal. Je crois que il a fait les beaux jours, notamment de Newcastle. C'est ce club qui, lors de ce match qui lui a rendu un hommage, on pouvait voir tous les joueurs se sentir concernés. Ce sont des choses qui donnent de la force, notamment à son épouse qu'il a laissée, aux enfants, je crois, qui étaient dans les tribunes lorsqu'on rendait hommage à Christian Atsu. C'est ce que nous qui sommes restés, j'ai envie de dire, nous pouvons faire pour donner de la force à cette jeune dame et aux enfants qui ne verront plus leur père, et cette dame qui ne verra plus son époux. Donc c'est une bonne chose, c'est une reconnaissance pour les loyaux services qu'il a rendus notamment à ce grand club et à ce qu'il a pu démontrer tout au long de sa carrière au niveau du football. Jeremy le disait tout à l'heure, c'est regrettable parce que voici quelqu'un qui certainement aurait pu nous faire vibrer lors de cette Coupe d'Afrique des Nations qui est parti. On aurait voulu le revoir sur le terrain avec sa qualité, tout son potentiel, mais il s'en est allé, c'est regrettable. Nous saluons simplement la reconnaissance. Tu es trop triste aussi. Oui, nous saluons simplement la reconnaissance que le monde du football lui a accordée au niveau de la Première Ligue et partout ailleurs. Et partout ailleurs, on rappelle tout simplement que c'était donc notre façon à nous de lui rendre également un hommage mérité, que la terre de nos ancêtres lui soit donc légère. On va revenir un peu sur la Ligue des Champions parce qu'on pronostiquait lundi dernier sur les différents résultats lors des matchs allés des huitièmes de finale. On a parlé donc de ce match Bayern-Paris Saint-Germain. Messieurs, le Bayern n'a pas brillé, mais le Bayern a battu Paris, s'est défendu avec les moyens de bord. Vos réactions au sortir de ces premières rencontres? L'analyse qui a été faite avant ce match a été exacte parce que nous l'annoncions que le Bayern certainement devait prendre le dessus sur cette équipe de Paris. Un ancien du club de Paris qui a donné la victoire au Bayern, d'ailleurs qui, avec cette célébration, il n'a pas célébré, c'est normal parce que c'est un ancien de la maison. Paris est une équipe qui est quand même en souffrance ces derniers temps, on le constate. Si vous avez regardé encore ce match, même en Ligue 1, Paris s'est imposé grâce à ce coup franc magistral de Lionel Messi. Mais c'est une équipe en souffrance, c'est aussi ça la marque des grandes équipes, des équipes qui savent se reprendre après des échecs. Oui, le Bayern, on l'annonçait favori pour ce match et le Bayern n'a pas déjoué, le Bayern a pris le dessus. Cette équipe de Paris, mais qui reste quand même une équipe capable de pouvoir réagir lors du match retour au niveau des Parcs des Princes, parce que 1-0, je pense que tout n'est pas encore joué. Jeremy Ngoma? Je pense que s'il faut faire une analyse assez minutieuse de cette situation, c'est que Paris a très mal abordé cette rencontre parce que le coach, d'abord, je le disais, que il y a des coachs qui sont taillés pour gérer des stars et d'autres qui ne le sont pas forcément. Christophe Galtier est un très bon coach, d'ailleurs que je salue au passage, mais qui n'a pas eu cette capacité-là à mettre les ingrédients nécessaires pour pouvoir contrecarrer les offensives du Bayern. Il a mis un système de jeu, voilà, on va dire que Kylian Mbappé d'abord, qui revenait de blessure,
qui n'a pas débuté la rencontre, on a tous vu qu'il manquait d'impact dans ce match. Donc, Bayern a gagné sans trop forcer. On connaît comment le Bayern gagne. S'ils veulent gagner, ils vous infligent même 5 à 6 buts, comme ça. Mais ils n'ont pas trop forcé. On a vu un Paris qui n'a pas frappé au but. On a vu un Paris qui n'a pas suffisamment aligné des passes entre les coéquipiers. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut relever, qu'il faut essayer de corriger. On a vu lors de l'entrée de Kylian Mbappé en seconde période, qui a essayé d'amener de l'impact. Ça s'est directement ressenti et tout le monde a directement vu que quand Kylian Mbappé est là, c'est Kylian Mbappé. Donc ça veut dire que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est la Mbappé dépendance. Oui, effectivement, on l'a très bien vu. Sans Mbappé, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe puisque on a vu Neymar, on a vu Messi, ils étaient nonchalants, c'est des gars qui marchaient, c'est des gars qui ne fournissaient pas des efforts, alors que les gars étaient sur le terrain. On a vu de l'autre côté, du côté du Bayern, Joshua Kimmich qui a malmené les gars, qui a imposé sa suprématie en milieu de terrain. Et les milieux de terrain parisiens étaient quasiment inexistants. Je ne comprends pas le système de jeu que Christophe Galtier a mis en place, mais ça n'a pas beaucoup aidé les Parisiens. Et beaucoup ont critiqué ce système de jeu-là. Mais après, avec l'entrée de Kylian Mbappé, les choses ont commencé à s'améliorer. On espère que lors du match retour face au Bayern Munich, à l'Allianz Arena, quand même un stade dans lequel ils ne perdent pas beaucoup, et les Parisiens devront vraiment mettre le paquet. Et j'ai bien confiance en Kylian Mbappé, qui est, pour moi, le meilleur joueur de cette équipe parisienne et qui va pouvoir peut-être sortir le Bayern Munich lors du match retour. On espère que Paris pourra avoir son effectif au complet parce que Nuno Mendes a été blessé au championnat face à Lille et Neymar qui sont sortis. Oui, mais on espère véritablement qu'ils pourront, pourquoi pas, réaliser un exploit. Mais face à ce Bayern-là, à domicile, ça risque d'être très compliqué. Oui, mais avant, je voulais dire que autant dans la carrière d'un footballeur, il peut avoir une marge de progression. Pour les coachs également, il faut qu'on leur donne la possibilité de progresser dans leur carrière. Christophe Galtier, c'est vrai qu'il y a des stars, mais je pense qu'il a déjà démontré qu'il est capable quand même de tenir un vestiaire. Mais au-delà, je vais rajouter ceci. J'ai l'impression que Paris également, c'est mon avis, paye un peu les frais de ces derniers recrutements. Parce que Paris arrivait à faire des recrutements, je dirais par le passé, dans un passé récent, assez intelligent. Aujourd'hui, les recrutements, si vous regardez les derniers recrutements, les Vitinha, les autres qui sont arrivés, et vous comparez un peu avec l'effectif, qu'on avait quand même des Draxler, même si qui ne jouaient pas tous les matchs, mais qui arrivaient à être présents. Quand vous remontez un peu à cette époque de Cavani, et on avait, je pense, Blaise Matuidi qui était dans l'effectif, on avait une équipe quand même solide, qui savait défendre, qui savait récupérer les ballons en milieu de terrain, qui savait travailler, et puis une équipe qui donnait de bons résultats. Aujourd'hui également, quand vous regardez le petit en milieu de terrain, le milieu de terrain italien, Verratti est complètement seul aujourd'hui. Et au niveau du rendu, ça devient quand même difficile. Donc au niveau du recrutement, je crois que Paris, quand même, les derniers recrutements... a beaucoup pêché. Oui, pour moi... Il y a des joueurs qui ne devaient pas être recrutés. Joël, ils sont partis... Si tu me permets, c'est pas forcément les recrutements, mais le Paris Saint-Germain a une sorte de gestion qui est un peu scabreuse. Regarde, à cause de cette performance négative qu'a fait le Paris Saint-Germain, les dirigeants parisiens sont déjà en train d'entamer des discussions avec leur ancien coach, qui n'est autre que Thomas Tuchel. Est-ce que c'est normal? Voilà. Donc, c'est dire que le problème, donc, c'est... Oui, il faut regarder. C'est le coach. Pour les dirigeants parisiens, puisque si pour les dirigeants aujourd'hui, ils sont en train d'entamer des discussions avec Tuchel, ça veut dire que l'actuel est jugé incompétent. C'est leur avis au regard des résultats, etc. Ils ont les éléments sur lesquels ils apprécient
le coach qu'ils ont choisi. Mais moi, je dis, au-delà du coach, lorsque je regarde les recrutements, ils sont allés certainement sur des données qu'ils avaient sur certains profils de joueurs, mais quand vous regardez le rendu sur le terrain, ce qu'on a annoncé, par exemple, des garçons comme Vitinha, on ne le retrouve pas forcément sur le terrain. Et comme on le dit sur le terrain, la mayonnaise véritablement a du mal à prendre. On va changer de coach, c'est possible, mais est-ce que avec cet effectif-là, Paris est capable de titiller les grands et aller chercher une Ligue des Champions? On va pas toujours compter sur Mbappé, seul il ne fera pas tout, mais si il faut pas trop le fatiguer, il faut lui donner les derniers ballons qu'il peut convertir. Et puis Neymar, c'est un artiste à sa manière sur le terrain. Voilà, et on rappelle tout simplement que demain, c'est la poursuite des 8e de finale. Le Real de Madrid sera opposé à Liverpool, la finale de la Ligue des Champions de l'année dernière, où le Real s'est imposé à Paris, au Stade de France, sur le score d'1-0, but de Vinicius. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce Real peut encore rivaliser avec Liverpool, même si Liverpool traîne les pas en championnat? Beaucoup de respect pour le Real Madrid, c'est le meilleur club d'Europe. Il n'y a pas de contestation au niveau de la Champions League. D'autres diront du monde. Du monde, oui, du monde, justement. Donc, mais ils sont champions du monde à la Coupe du Monde. Justement, donc au niveau de la Champions League, c'est une suprématie non contestable. Après, véritablement, sur ce que le Real nous a montré la saison passée, on ne peut que s'en méfier. C'est une équipe qui, vraiment qu'on ne peut pas enterrer. Vous pouvez jouer sur 90 minutes, vous pouvez leur mettre le nombre de buts que vous voulez. Si on leur donne 5 minutes d'arrêt de jeu, ils sont capables de faire basculer la rencontre. C'est une ADN que vraiment les joueurs du Real aujourd'hui ont en eux. Ils savent gagner des matchs, même dans la douleur. Vous allez observer que même Rudiger, qui est arrivé dans cet effectif du Real Madrid, même à là-bas, on a l'impression que ces gars sont depuis au Real Madrid. Ils sont arrivés, je me souviens de Rudiger d'ailleurs qui avait sorti le Real Madrid lors d'un match, il s'était même blessé, il avait pris des points de suture. Donc vous voyez que toujours en Ligue des Champions, face au Shakhtar Donetsk. Justement, donc vous voyez que c'est une équipe vraiment difficile à jouer aujourd'hui. Même les adversaires savent que même si vous avez 2-3 buts d'avance, ça reste le Real Madrid, il faut être capable de tenir jusqu'à la fin. Et puis de l'autre côté, Liverpool qui tâtonne toujours un peu, même si on a l'attaquant qui arrivait, qui avait du mal à marquer, qui a quand même plombé. Denis Gomez qui a commencé quand même à marquer avec cette équipe. Une équipe. Et le retour aussi de certains blessés. On va attendre de regarder la rencontre, mais je pense que le Real quand même a ce petit pouce d'avance avec le ballon d'or, Karim Benzema, qui est toujours capable de faire chavirer des matchs. Jeremy? Federico Valverde, c'est l'attraction actuellement. C'est un joueur du Real Madrid. C'est un joueur qui se fond dans le moule, pour le dire. C'est un joueur vraiment intéressant. C'est dire que le Real Madrid a cette capacité-là à toujours mettre ses joueurs en avant, même si on ne les attend pas forcément dans certaines situations. Mais le Real Madrid est là. Ça reste le meilleur club au monde. Ça reste le club sur lequel on va toujours compter. On a vu ce parcours en Ligue des Champions où on se disait que le Real est déjà quasiment éliminé, mais il te sort toujours une petite touche dans les dernières minutes. On a appelé ça la remontada. Je ne sais pas si vous avez regardé le document avec le capitaine actuel du Real Madrid, Karim Benzema, qui, quand on lui a posé la question, est-ce que tu penses que tu es le gars qui incarne réellement la remontada, il a dit, oui, tout simplement, parce que c'est lui qui a toujours été là au bon moment pour décanter un certain nombre de situations lorsque le Real avait besoin de lui. C'est ce qui fait en sorte qu'il soit là en tant que capitaine pour porter cette équipe qu'est le Real. Je suis un peu sur ma faim. Pourquoi? Parce qu'avec sa sélection nationale, c'est un peu compliqué. Mais quand même, Benzema, ça reste un joueur vraiment talentueux. C'est un joueur d'expérience. C'est un joueur qui est capable d'amener les autres à le suivre, d'amener les autres
à poursuivre les objectifs escomptés qui ont été définis ou prédéfinis au préalable. C'est un joueur qui est là pour faire passer un message que les autres vont pouvoir écouter et vont pouvoir justement, on va dire quoi, mettre en exergue, c'est un peu ce que je voulais dire sur cette situation. Le Real Madrid est là, ça reste un grand club et je pense que lors de ce match face à Liverpool FC, ils vont pouvoir encore éliminer cette équipe de Liverpool qui, voilà, tant bien que mal, ne se sent pas très très bien du côté de la Première Ligue quand même. Tu parlais tout à l'heure de Karim Benzema, c'est véritablement, comme lui-même il l'a dit, ce joueur qui incarne cet effectif et cette philosophie du Real de Madrid aujourd'hui. C'est au-delà du merveilleux joueur qu'il est sur le terrain, très altruiste. C'est l'attaquant complet du moment aujourd'hui, quelqu'un qui est capable de marquer dans toutes les positions, quelqu'un qui sait à quel moment il faut donner le ballon à l'adversaire et qui sait toujours pendant les rencontres où il faut se mettre pour pouvoir tuer des matchs. Au-delà du joueur sur le terrain, c'est également un gros mental parce que on sait que sa relation avec l'équipe de France n'a pas toujours été tendre, longtemps ni à l'écart, mais il a su briller du côté du Real de Madrid. Aujourd'hui, ce qu'il réalise au niveau du Real, aucun joueur ne l'a fait, en fait, une telle longévité au niveau de l'attaque quand même de cette équipe du Real de Madrid. Donc, au-delà de la qualité du joueur, au-delà du talent qu'il est, au-delà de tout ce qu'il peut donner sur le terrain, Karim Benzema, c'est un exemple d'abnégation, c'est un gros mental, c'est un joueur qui est fort mentalement et qui se donne les moyens, qui s'est donné véritablement les moyens d'arriver et de réussir. Et donc, sa relation avec l'équipe de France ne l'a pas toujours aidé. On a vu ce retour quand même annoncé avec quand même ce trophée au niveau de la Ligue des Nations remporté, cette Coupe du Monde du côté du Qatar où on attendait Karim Benzema, on a annoncé son retour en sélection, qui était déjà là en sélection, mais on l'annonçait sur cette Coupe du Monde. Il est arrivé au Qatar, une histoire un peu difficile, il a été déclaré forfait, il est reparti au niveau de la France et juste après, il a annoncé sa retraite internationale. Donc une histoire quand même difficile avec la sélection française parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'équipe de France est comptée parmi les meilleures équipes quand même en Europe, champion du monde en titre avant ce mondial au niveau du Qatar 2018, arrivé finaliste au mondial suivant. C'est une équipe qui joue quand même les hauts du tableau au niveau de la FIFA. C'est une équipe où tout le monde souhaiterait jouer. Si on pose la question à Karim Benzema, il dira forcément que quelque part, il y a beaucoup de regrets. Il a annoncé avant la Coupe du Monde au Qatar qu'il voulait remporter. Il allait au Qatar pour remporter la Coupe du Monde avec cette sélection des Bleus de l'équipe de France. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait. Karim Benzema n'a pas pu être sur le terrain et d'ailleurs beaucoup se sont prononcés en disant que si l'équipe de France avait dans ses rangs Karim Benzema, cette équipe aurait pu remporter le mondial du côté du Qatar. Mais malheureusement, Benzema n'était pas là. L'équipe de France a fait ce qu'elle a pu, mais c'est vrai que nous également, on a eu l'impression qu'il manquait à un moment donné ce tueur-là au niveau de l'axe central de l'équipe de France et que si Karim Benzema était là, peut-être que l'équipe de France aurait écrit son histoire dans le monde du football de la meilleure des manières. Oui, Olivier Giroud, un garçon que je respecte, un joueur que j'apprécie également, mais pour moi, Karim Benzema est quand même cet attaquant français que l'équipe de France n'a pas eu depuis plusieurs années. Et je crois d'ailleurs qu'il est aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club du Real de Madrid. Et je crois qu'il va brûler les stats et il sera le meilleur. Il a battu Raúl González. Voici donc le programme complet donc de ces huitièmes de finale. Demain donc mardi 21 février 2023, Liverpool, Real de Madrid, l'Eintracht Francfort sera opposé donc à Naples. Mercredi 22 février 2023, RB Leipzig sera opposé donc à Manchester City
Pendant ce temps, l'International et l'Inter de Milan seraient opposés donc au FC Porto. Voilà donc en ce qui concerne le programme de la Ligue des Champions. On va parler de ce débat, de ce scandale, le Barça Gate. Il paraîtrait des soupçons, d'après donc les informations publiées au quotidien El Mundo, le Barça aurait soudoyé de 2001 à 2018 José María Enríquez Negreira, qui était l'ex numéro 2 de l'arbitrage espagnol. Il faut tout simplement dire qu'ils ont versé jusqu'à ce jour 1,4 million d'euros, approximativement, on titille déjà le milliard du CFA. Est-ce que vous pensez que cette affaire peut ébranler le Football Club de Barcelone? Évidemment, parce que c'est une situation quand même qui a taraudé les esprits de plusieurs fanatiques de football, notamment les fans du Real Madrid, parce qu'il y a des situations où, lors des différents classicos, l'arbitrage n'était pas forcément neutre. On a eu l'impression que l'arbitrage était toujours en faveur du Barça. On s'est demandé pourquoi, mais comme on dit toujours que la vérité prend toujours les marches d'escalier, et aujourd'hui on se rend compte que voilà, il y a des arbitres qui ont été toujours payés pour pouvoir arbitrer les matchs du Barça en leur faveur, pouvoir distiller des cartons aux adversaires de cette équipe-là pour que eux, évidemment, ils puissent progresser tranquillement en championnat. Est-ce que en cette période-là,